C'est un très beau film. Bon, je vais donner la parole tout de suite à Charles, qui va donner sa conférence. Simplement un détail que sa modestie pourrait lui faire oublier. De 69 à 72, 12 Américains ont mis le pied sur la Lune. Ce sont les seuls êtres humains qui ont mis le pied sur la Lune jusqu'à aujourd'hui. Et Charles connaît la plupart d'entre eux. C'est flatteur. Voilà, Charles. Merci. Alors effectivement, c'était un excellent film. Et bravo aux auteurs et aux réalisateurs. Parce que faire un film scientifique, c'est difficile d'allier à la fois la connaissance et la beauté de la réalisation. Donc là, c'est la première fois que je le voyais. Chapeau. Hein, un très très beau film. On va parler effectivement du retour sur la Lune. Bien sûr, si vous avez des questions sur les astéroïdes, vous les poserez en même temps. Je vais essayer de faire très court ma petite présentation lunaire pour qu'on ait le temps d'échanger. Et donc, je pense qu'on va pouvoir lancer l'ordinateur. Je vais simplement le brancher, tout simplement. Voilà, je ne l'avais pas fait pour pas que ça chauffe de trop. Donc, oui, le grand retour sur la Lune, comme vous le savez, la dernière fois que des personnes ont marché sur la Lune, et je dis des personnes, mais ça a été que des hommes blancs, ce qui reflète l'époque. Nous sommes dans les années 60, ils ont marché, alors on se souvient bien sûr des deux premiers, Armstrong et Aldrin. Ce dont on ne se souvient pas, souvent, c'est qu'il y a eu 12 hommes qui ont marché sur la Lune en l'espace de 3 ans. Il y a eu 6 missions qui ont réussi, toutes plus intéressantes les unes que les autres, à fur et à mesure que la technologie, même la technologie de la télévision, augmentait en l'espace de 3 ans. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui sont nés avant 69, ou qui ont vu justement avant, pendant Apollo 11, des images floues, noir et blanc. 3 ans plus tard, quand en 71-72, avec les dernières missions Apollo, c'était des caméras couleur, pilotées depuis la Terre par un opérateur qui faisait des zooms, des tilts, des pannes, etc. Donc franchement, ce qu'on a vécu est extraordinaire. Et ensuite, ça a été le grand vide. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, des raisons évidemment politiques, économiques. On avait fait la mission, il s'agissait maintenant de faire autre chose. On s'est intéressé aux autres planètes, magnifique. La Lune a été un petit peu ignorée. Et puis on y est revenu, avec des sondes automatiques, beaucoup de sondes automatiques, sondes européennes d'ailleurs, parmi elles, des sondes américaines qui sont allées en orbite, qui se sont posées, des sondes chinoises qui se sont mises en orbite, qui s'y sont posées, des retours d'échantillons, qui avaient déjà été faits par les soviétiques dans les années 70, refaits par les Chinois maintenant, tout récemment. Et je vais vous passer quelques diapos maintenant pour vous mettre dans le contexte de ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer à l'avenir. Et voilà. Toc, toc, toc. Alors, eh bien d'abord, les Américains veulent retourner sur la Lune et y poser des êtres humains. Maintenant, je ne dis plus des hommes, puisque la prochaine personne à marcher sur la Lune sera une femme. C'est clair, précis, définitif. Évidemment, je veux dire, il est temps. Et c'est pas seulement quelque chose d'exceptionnel, c'est le fait que maintenant, à la NASA, on engage autant d'astronautes hommes que d'astronautes femmes. La dernière sélection en 2022, 5 femmes, 6 hommes, donc pratiquement la parité. Il y a également une petite dimension de politique, une petite dimension évidemment de propagande, parce que si les Américains veulent retourner sur la Lune maintenant, ils l'ont déjà fait, pourquoi y retourner? Bien sûr, il y a toujours l'intérêt scientifique, il y a plein de choses à faire, mais c'est parce que les Chinois vont le faire, et les Chinois vont poser une femme sur la Lune, et les Américains le savent bien, donc il y a une nouvelle course à la Lune. Alors, dans ce contexte, les Américains ont mis au point d'abord une nouvelle grande fusée très chère, la voici, qui a le nom très sexy de SLS, à défaut de trouver autre chose, Space Launch System, très très puissante. Elle a déjà volé une fois, en novembre 2022, sans équipage, en testant une nouvelle cabine, qui est la cabine Orion. Et d'ailleurs, voici le décollage de nuit, pour des raisons
de trajectoire, il fallait qu'elle décolle de nuit. Et voici une véritable photo, donc prise derrière la Lune, par un selfie, fait par la sonde elle-même, il n'y a personne à bord. Il y avait une caméra, plusieurs caméras, une sur un bout de panneau solaire, qui photographie l'arrière de la Lune, la face cachée, qui est en train de passer derrière. Et vous avez au premier plan le module propulseur de la cabine américaine qui est fabriqué par l'Europe, dont la France, l'Italie, etc. Donc nous faisons absolument partie de cette nouvelle aventure. Nous sommes partenaires, de même que le Japon et le Canada, avec cette grande entreprise qui s'appelle Artemis. Alors Artemis d'ailleurs, au passage, déesse de la Lune, pas Dieu de la Lune. Hein. Donc vous voyez déjà que même dans le nom de cette nouvelle mission, c'est une mission qui va mettre en avant les femmes qui vont voler et marcher sur la Lune. Alors, de temps en temps, il veut me lâcher, il faut que je retourne. Non, pas de problème. Voilà, donc la prochaine mission, ce sera de passer maintenant derrière la Lune. Avec un équipage. Alors la mission, elle devait partir d'ailleurs dans un mois, et elle recule tout le temps. Elle recule tout le temps. Maintenant, à nouveau, on a changé, c'est en septembre 2025. Les Américains prennent énormément de retard. Ce qui me fait dire, je suis prêt à parier, beaucoup, un pastis, sur le fait que ce sera une Chinoise qui marchera sur la Lune avant une Américaine. Je pense que les Américains se sont gourés depuis le départ dans leur stratégie. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Voici l'équipage qui volera, il a déjà été nommé, qui volera donc en principe en novembre de l'an prochain autour de la Lune. Et effectivement, la première femme à faire le tour de la Lune, Christina Koch, 3 Américains, un Canadien. Comme je vous dis, le Canada fait partie des partenaires. Donc voilà, il est très plein d'impatience, comme vous pouvez bien imaginer. Et ensuite, c'est là que ça se corse. Artemis 3 devrait, en principe, se poser sur la Lune avec des astronautes, donc évidemment dont une ou plusieurs femmes, en 2027. Le problème, il manque ça. Il manque l'atterrisseur. C'est quand même embêtant. Et ça, c'était la grande erreur stratégique des Américains. C'est de continuellement, au cours des dernières administrations politiques, changer d'objectif, changer de matériel, etc. Et en particulier, totalement ignorer la pièce maîtresse, pas assez d'argent. Alors on donne quelques centaines de millions par an, mais non, il en faut plus. Le Congrès bloque, ne comprend pas, et donc on se retrouve sans atterrisseur. Embêtant. Alors, bon, heureusement, il y a les astronautes, voilà. Alors ça, c'est parmi les personnes sur lesquelles je mise, un deuxième pastis, qui sera la Moresque, là, allez, carrément, je vais monter en puissance. Quelle sera la prochaine personne à marcher sur la Lune? Alors, chez les Américains, Américaines, il y en a pas mal, hein, il y a à la NASA maintenant une vingtaine d'astronautes femmes. Moi, je mettrais, alors, je mets 2 générations différentes sur cette photo. Stephanie Wilson, qui avait plus souvent pris sa retraite active du corps des astronautes il y a une dizaine d'années, mais qui est retournée, elle est encore en service actif. Et d'ailleurs, je pense qu'elle devait voler dans la dernière mission Crew Dragon qui a amené un équipage sur la station internationale, sauf qu'il fallait laisser 2 places de libre pour les 2 pauvres qui sont coincés. Donc elle a dû abandonner son siège pour que les 2 autres reviennent sur Terre. Donc elle volera plus tard. Et Jessica Watkins, nouvelle génération. Alors là, je mets toutes mes billes sur elle. D'abord parce que bien, elle est jeune, nouvelle promotion, mais elle a déjà volé dans l'espace l'an dernier sur la station spatiale internationale, donc elle a déjà de la bouteille maintenant, elle a déjà fait un vol de 6 mois, mais en plus, elle est géologue spécialisée dans la géologie de la Lune, et elle a fait ses études dans une université que j'adore, l'université Brown dans le Rhode Island, qui a parmi les meilleurs planétologues, donc elle est parfaitement formée. Ça sera elle. Si c'est une américaine, c'est ça que je parie. Chacun peut parier. Et pour terminer un peu, Thomas Pesquet. Thomas a une bonne chance de voler autour de la Lune ou marcher sur la Lune. Parce qu'il y a 2 programmes, et c'est là encore où les Américains
gourde de stratégie s'ils veulent être les premiers à retourner sur la Lune, c'est qu'ils ont mis en chantier un autre projet parallèle de faire une station orbitale autour de la Lune. Est-ce que c'est celle que j'ai mise après? Non, on y reviendra. Alors juste pour Thomas Pesquet, donc il fait partie du corps d'astronautes avec le plus d'expérience à l'heure actuelle de façon internationale. Les Américains l'adorent, de travailler avec lui, en plus, très compétent, comme vous le savez. Et donc, il est sur la liste d'attente. Vous avez vu qu'il y a un Canadien qui vole autour de la Lune l'an prochain en principe. Ensuite, ce sera au tour d'un autre partenaire de voler avec les Américains, soit un Japonais, soit un Européen. Mais certaines missions vont être uniquement de rester autour de la Lune, d'autres de se poser. Alors là, mais voilà, en ce qui me concerne, j'espère bien que Thomas Pesquet va voler avec, dans l'une ou l'autre des missions, soit autour, soit sur la Lune. Pendant ce temps-là, les Chinois. Voici Wang Yaping, qui est la deuxième taïkonaute, on dit taïkonaute, espationaute, cosmonaute, astronaute, à avoir volé dans l'espace. Il y a maintenant 2 ans, c'était son deuxième vol de 6 mois. Elle a même fait une sortie dans l'espace, vous la voyez à droite, donc très expérimentée. Et en ce moment, il y a également 2 cosmonautes chinois, taïkonautes, qui volent en orbite terrestre dans leur propre station. Il y a toujours, en ce moment, des Chinois dans l'espace. Attention, il y a 2 stations spatiales en ce moment. On parle toujours de l'ISS, mais il y a la station chinoise. Donc ils sont en train de rattraper, voilà, Wang Yaping en train de flotter en apesanteur. Ça devait être pendant son premier vol, ça peut-être. Et tout récemment, voilà, il y a quelques mois, ça c'est la 2e fois qu'ils ont posé une sonde sur la Lune et qu'ils ont ramené un échantillon automatiquement sur Terre, comme ceux que vous avez vus dans le film avec les astéroïdes. Eux, ils le font avec des échantillons lunaires, et c'est pas 2 grammes qui rapportent, c'est 2 kilos à la fois. Très bien choisi d'ailleurs d'un point de vue géologique, très intéressant, mais bon, ça, on n'a pas le temps vraiment d'en parler. Ah oui, donc, Elon Musk là-dedans, il fait un travail phénoménal, avec des fusées en particulier pour un débarquement lunaire, mais c'est là justement la stratégie un peu bancale de la NASA, de l'avoir sélectionné pour faire l'atterrisseur, qui est en avance sur son temps, qui prendra beaucoup plus de temps que jusqu'à 2027. 2027, c'est dans 3 ans, ça sera jamais prêt à temps. C'est sa nouvelle Spaceship, qui est la fusée la plus grosse jamais construite. 33 réacteurs au démarrage. Elle a déjà fait 4 tests au cours des 2 dernières années. Ça commence par des échecs. Avec Elon Musk, c'est la stratégie. On essaye, ça pète, on corrige, on comprend, on réessaye, ça casse, on corrige. 3e, ça marche. Voilà. Alors que chez Boeing, voyons voir, on va encore faire un essai avec de la paperasse, on va encore... voilà. Bon. Et résultat. 6 juin 2024, voilà la fusée gigantesque, donc le Heavyweight à 33 moteurs, le 2e étage qui est énorme et qui pourrait emporter, 12 astronautes à la fois sur la Lune et puis les bagages, tiré depuis le Texas. Voilà le lancement. Et alors si ça marche, mais je ne le garantis pas, parce que mon ordinateur parfois chauffe un peu trop, et on va voir s'il le fait. Non, il va nous planter. Bon, tant pis. Ça nous donnera du temps pour les questions-réponses. Allez, au revoir. Sors de là. Sors de là, sors de ce corps. Voilà, on y est. Voilà où on va se poser. Voilà où on va se poser. Quand on se posera, que ce soit les Chinois ou que ce soit les Américains et les Européens, Japonais, Canadiens ensemble. C'est un cratère d'impact. Vous avez vu tous les impacts, pas seulement sur la Terre, mais évidemment sur la Lune. Un impact d'astéroïde il y a très longtemps, il y a 4 milliards d'années sans doute, près du pôle sud de la Lune. Pourquoi aller là? La Lune tourne sur elle-même en 28 jours. Ce qui veut dire que si vous êtes à l'équateur, vous allez pouvoir travailler pendant 14 jours. Et après, 14 nuits, l'équivalent de 14 nuits d'affilée, une nuit de 14 jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Jouer à la belote? C'est pas l'endroit où vous voulez être. Vous voulez être à un pôle. Alors, que ce soit nord ou sud,
mais le sud est plus intéressant d'un point de vue géologique. Au pôle sud, alors comme la Lune tourne autour, par rapport au Soleil, tourne droit comme un nid sur son axe, plutôt que penché comme la Terre, ça veut dire qu'il n'y a pas de saison, et que si vous êtes au pôle, il vous suffit d'être sur une crête montagneuse pour être éclairé en permanence, 365 jours par an. Donc vous avez de l'électricité en permanence, avec des panneaux solaires, et vous pouvez travailler en permanence. Et, cerise sur le gâteau, dans le creux, c'est le contraire. À cause de l'ombre permanente projetée au fond du cratère, il fait nuit noire depuis 4 milliards d'années, au fond du cratère, qui a servi comme un piège à froid pour capter des cristaux de glace quand il y a des comètes qui s'écrasent, des choses comme ça, un piège à froid. Donc, d'après les études radar, il y aurait de la glace d'eau au fond de ce cratère, il suffirait d'aller se servir. Avec de l'eau, vous faites tout. D'abord pour le pastis en question, on y revient, mais aussi pour fabriquer de l'air respirable et du carburant, parce qu'il vous suffit, avec vos panneaux solaires, vous avez l'électricité, par électrolyse, vous dissociez votre eau, vous avez de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène pour respirer, et puis la paire hydrogène-oxygène, c'est du carburant fusé. Magnifique. Donc, voilà pourquoi on va au pôle sud. Et j'ai eu l'occasion d'y aller, déjà. Alors, personne ne sait que je suis déjà allé là. Voilà. Voilà, ça c'est des photos que j'ai prises, vous voyez. Bon. En fait, il y a un cratère d'impact près du pôle nord de la Terre, qui ressemble exactement au niveau des dimensions, etc., au cratère Shackleton de la Lune. D'où l'idée d'un Français, en fait un franco-chinois du nom de Pascal Ly, qui a fait ses études en France et qui maintenant travaille à la NASA, de faire une base pour faire des simulations d'entraînement, de séjour, d'abord sur Mars et ensuite sur la Lune d'ailleurs. Et ça c'est le camp d'été pendant ces études. Voilà, ça c'est il y a quelques années où j'étais le hardy explorateur dans un environnement très risqué, comme vous pouvez voir, géologue avec mon commandant de bord de la NASA, Brian Glass, et nous simulions un équipage qui travaillait sur la Lune. De même, dans les Canaries, en ce moment, on s'entraîne avec les astronautes européens. On s'entraîne à étudier la volcanologie d'une planète comme la Lune, puisque les Européens vont devoir, j'espère, aller sur la Lune. Donc voilà le corps des astronautes européens qui s'entraînent dans les Canaries, sur l'île de Lanzarote. Et voilà, là je suis avec Thomas Pesquet justement, où on a fait une expédition à Lanzarote pour gambader dans les volcans. Et cela étant, bon, voilà la célèbre station spatiale qui sera construite en parallèle autour de la Lune. C'est là où la NASA, en ayant misé sur 2 lapins à la fois, risque de perdre la course avec la tortue lunaire. Donc, on va voir ce qui va se passer. L'avenir nous le dira. Et je pense qu'on en est là. Voilà ce que donc les partenaires en commun, la NASA et l'ESA, envisagent de construire progressivement sur la Lune. Donc c'est un retour sur la Lune qui n'est pas uniquement une visite, ça sera pour faire une base scientifique, et quelques kilomètres à côté, il y aura la base chinoise. Donc on se demande qui des deux gagnera déjà. Et ce qui nous laisse maintenant du temps pour des échanges, parce que je vous disais, je voulais faire court pour qu'on ait le temps d'engager un petit dialogue. Thomas Pesquet, d'ailleurs, il y avait Alain Tixier que j'ai vu passer avec sa caméra, qui était avec nous à Lanzarote avec justement Thomas Pesquet. C'était entre ces 2 vols dans l'espace, c'était en 2018, si je me souviens bien, qu'on a fait cette expédition ensemble à Lanzarote. Voilà. Donc maintenant des questions. Alors ça peut être des questions sur la Lune, mais si vous aviez des questions également sur le film que vous avez vu, j'essaierai d'y répondre aussi, si j'y arrive. Hein. Voilà. Donc on a un deuxième. Voilà, il suffit d'appuyer fort, je pense, et qu'il démarra. Ouais, c'est bon. Donc allez, première question. Bonjour, merci pour toutes ces informations. Moi je me posais une question sur Hera, qui va donc visualiser un peu ce qui s'est passé, et j'ai l'impression qu'il y a tellement de débris. Comment un satellite peut-il passer au travers de tous ces débris?
excellente question, j'y pensais moi-même en regardant le film. Moi, ce qui me gêne particulièrement, c'est que ça va faire plein de nouveaux petits points scintillements lumineux, et dans son logiciel de navigation, comment faire la part entre les étoiles et tous les petits points lumineux. Alors je suis sûr que son logiciel va tout de suite faire la différence, parce que les points lumineux vont bouger par rapport aux étoiles fixes. Enfin, ça introduit un problème supplémentaire. En ce qui concerne les collisions, oui, ce sont des poussières que la sonde va rencontrer, et ça c'est un risque réel. Peut-être qu'effectivement ils se sont fabriqués un piège. Et ERA c'est compliqué, donc on a le temps puisque c'est 2026 et on a encore 2 années de suspense pour voir si cette mission réussit. Mais vous avez tout à fait raison, pour moi il y a un double problème. Alors je vous ai un peu répondu au premier en y pensant, c'est que les poussières, comme elles bougent, le logiciel va tout de suite faire la différence avec les étoiles fixes, mais en revanche, les impacts de petits météoroïdes, ça va être plus compliqué. Petit détail encore à ce sujet, souvent dans les films, comme dans les animations qu'on voit là, on voit tous les astéroïdes regroupés en un essaim incroyable, on n'arrive pas à passer, on voit ça dans les films catastrophes, il y a toujours dans les films de fiction le vaisseau qui se fait taper dedans, etc. Non, les astéroïdes sont extrêmement répartis dans un immense espace, et la preuve c'est que quand vous avez des sondes interplanétaires qui vont vers Jupiter, Saturne, qui passent par la ceinture des astéroïdes, ils ne se font pas détruire. Donc il faut voir que c'est quand même un grand vide, hein, l'espace. Alors pour des raisons cinématographiques, on a tendance à concentrer les astéroïdes dans le champ de l'animation pour que ça soit sympa à regarder, quoi. Mais ils sont très éparpillés. D'autres questions? Oui, bonjour, oui. Merci beaucoup pour votre conférence, c'est très intéressant. Moi, je voudrais savoir si il y a aussi des développements au niveau de ce qui porte les astronautes, les cosmonautes. Ah oui. Parce qu'il faut qu'ils soient très faciles à bouger. Souple. Oui, tout à fait. Bonne question. Il y a eu heureusement beaucoup de progrès depuis les très encombrants scaphandres Apollo, qui, mine de rien, surtout avec le système de survie, le backpack, pèse 110 kg, hein, le scaphandre. Alors heureusement sur la Lune, évidemment, vous ne pesez que 1/6 de votre poids. Donc finalement, si vous me faites presque 200 kg corps et scaphandre, vous ne pesez que finalement que 35 kg sur la Lune, sauf que vous avez une masse quand même énorme, c'est-à-dire quand vous vous déplacez, que vous voulez freiner, vous continuez. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Il faut faire la différence entre l'inertie et le poids. Donc c'est très embêtant. Très embêtant autrefois aussi parce que les scaphandres sont gonflés de l'intérieur. Il y a de l'air autour de vous. Donc en fait, vous êtes un bibendum et l'air de votre scaphandre oppose énormément de résistance à vos mouvements, en particulier au niveau des doigts. Donc c'est très dur d'ouvrir et de fermer les doigts gonflés dans votre gant. Donc il faut trouver des solutions. Alors ils sont en train de développer les nouveaux scaphandres. D'ailleurs, j'ai pas rattrapé la mission Inspiration 4 qui est passée, ça c'est maintenant il y a 10 jours, hein, qui a volé jusqu'à 1400 km, et il y a une sortie extravéhiculaire de 2 astronautes pour tester justement un nouveau scaphandre. Donc des nouveaux scaphandres sont en cours d'élaboration. Là aussi la NASA a pris du retard. Ça fait beaucoup de retard qui commence du côté américain. L'idéal, qui est étudié en particulier au MIT à Boston, au Massachusetts Institute of Technology, ce sont plutôt que des scaphandres gonflés à l'air autour du corps, avoir un corps élastique comme un plongeur, comme un homme grenouille, autour du corps, qui va également exercer une pression sur votre corps, similaire, voilà, qui va empêcher votre sang d'entrer en ébullition, etc. Ce qui est le problème du vide. Donc, on va vers des combinaisons plus légères, plus souples, plus corps à corps. Et puis ensuite, vous avez vos systèmes respiratoires, évidemment, comme un plongeur, un homme grenouille, et vous n'avez pas les palmes, ce qui serait très gênant sur la Lune. Donc, voilà, il y a cette direction d'étude. Donc, vous en avez deux en parallèle. Des scaphandres à l'air plus légers, plus souples, et également, mais pour le moment c'est très rigide quand même, ce que j'ai vu, et à long terme, la peau, la deuxième peau.
Alors là, vous n'avez pas intérêt à tomber et vous écorcher, sinon vous avez une brûlure au 3e degré tout de suite, là où votre peau est exposée au vide, évidemment. J'ai une deuxième question, c'est presque une transition, parce que j'ai lu qu'en ce moment, il y a un astéroïde qui s'est fait attraper par la Terre et tourne comme une lune pour un petit instant. Oui, oui. Alors, elle ne s'est peut-être pas fait attraper tout de suite, ça fait sans doute longtemps qu'elle le fait. Vous avez effectivement je crois qu'il y en a deux d'ailleurs, deux petites lunes en résonance avec la grande lune que nous connaissons, qui sont des corps qui sont finalement des astéroïdes, qui ont été effectivement capturés, comme vous dites, mais sans doute il y a longtemps, qui font à peu près 300 mètres, si je me souviens, 200-300 mètres de taille, donc quand même des assez grosses bêtes. La taille à peu près intermédiaire entre Didymos et Dimorphos, les deux qu'on a vus dans le film. Hein. L'un faisait 800 mètres, l'autre faisait 100 et quelques, je crois. Donc 300, c'est une belle bête quand même. Et alors c'est très compliqué les orbites. On pense les cercles, voilà. Il y a des choses qui tournent autour de la Terre, des choses qui tournent autour du Soleil. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le problème des 3 corps. Ou plus, quand vous avez plusieurs corps qui interagissent de façon gravitationnelle, vos orbites, c'est un truc compliqué. Ça dépend du référentiel par rapport à la Terre, par rapport au Soleil, c'est des ellipses, des machins, des hélices, enfin. Donc, nos deux amis qui sont en fait avec nous, tournant autour du Soleil, mais à peu près, je crois, quelques millions de kilomètres en avant, quelques millions de kilomètres en arrière. Et voilà, ils oscillent avec nous autour du Soleil, et ce sont, voilà, deux compagnons supplémentaires, vous avez tout à fait raison. Bonjour. Bonjour. Je me posais la question, vous dites qu'on rentre dans une nouvelle ère d'exploration lunaire, et finalement, qu'elle soit chinoise, américano-européenne, quels sont les enjeux scientifiques de ces explorations? Alors, vous avez bien fait de dire enjeux scientifiques, parce que il y a les enjeux politiques, évident. Les enjeux économiques, pour le moment, j'en vois pas, mais certains experts les voient, en particulier les Chinois. Et alors, parce qu'il n'y a pas de minerais très précieux à collecter sur la Lune, et puis les ramener, de toute façon, ça coûterait trop cher, le poids serait trop lourd, donc c'est scientifique, comme vous dites. Et scientifique, on a finalement passé que quelques jours sur la Lune. Pas beaucoup plus, hein, quand vous mettez tous les vols Apollo ensemble. Les premiers, ils sont restés 2 heures à travailler sur la Lune. Les missions après, les dernières missions, ils faisaient 3 sorties de 7 heures chacune, ça faisait 21 heures en Jeep, donc à chaque fois, ils ont pu parcourir 30 km et ramener des dizaines de kilos d'échantillons, donc on a déjà plein de choses. Ça nous a permis énormément de découvertes, de savoir en particulier que la Lune est née de la collision d'une planète avec la Terre tout au début de sa création, ce qu'on ignorait totalement avant. Qu'est-ce qu'on va savoir de plus? Pas grand-chose. En fait, des détails. Se poser près du pôle sud, c'est intéressant parce que c'est surtout sur la face cachée, enfin, ça déborde un tout petit peu sur le pôle sud. Vous avez un immense bassin d'impact très vieux qui fait 1500, je crois, kilomètres de diamètre, si je me souviens bien. Un bon millier de kilomètres, non, oui, plus que ça. Donc c'est immense. Alors, c'est à peine décelable parce que c'est vieux de quelques milliards d'années, mais ça a été suffisamment profond pour sans doute excaver des morceaux du manteau de la Lune. Là où on se balade, c'est surtout la croûte de la Lune, c'est-à-dire les premiers kilomètres. Le manteau, ça va nous permettre d'échantillonner l'essentiel de la masse lunaire et de le ramener à la surface. Ce seront des échantillons géologiques intéressants. Au-delà de ça, de la géologie pure, simple et pure, vous avez qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un laboratoire autonome sur la Lune, justement, qu'on devra faire sur Mars pour y survivre, où on fabrique notre propre électricité, on arrive à excaver de la glace, faire de l'eau et des propergoles, etc. Donc, il y a tout ce volet technologique qui va être mis en place. J'attends de voir, parce que pour moi, ça va être très très compliqué de ratisser du frima au fond d'un cratère lunaire, mais il faut bien commencer. Et apprendre de nos erreurs, et puis voilà. Il y a une idée du lobbying lunaire qui voudrait que on pourrait, à moindre coût, aller explorer les autres planètes en partant depuis la Lune. Ça, c'est le lobby qui dit ça. Quand vous regardez dans le détail, ça ne marche pas comme ça.
En fait, parce que si vous voulez aller ailleurs en passant par la Lune, il faut d'abord vous poser sur la Lune et ensuite en redécoller. Et si vous ajoutez toutes ces demandes de carburant qu'on appelle les delta V en astronautique, vous voyez que c'est beaucoup plus facile d'aller directement vers Mars que de passer par la Lune. Et en fait, donc ça, c'est une fausse bonne idée, mais que le lobby industriel lunaire utilise pour faire voter ses budgets. Voilà, je suis un peu méchante, mauvaise langue, mais bon, voilà. Et au fait, pendant ce temps-là, vous effrayez pas pour un impact en France d'un astéroïde. Dans le film, il est dit qu'un astéroïde de 140 mètres de taille détruirait une région comme la France. Non, il faudrait un astéroïde de 1 km de taille pour vraiment démolir la France et son économie tout entière. Et donc ça, c'est beaucoup plus rare. Et le dernier a eu lieu, le dernier qui a frappé la Terre de cette taille-là, la France, de cette taille-là, a frappé la France il y a 200 et quelques millions d'années, 206 millions d'années. Donc vous voyez qu'il y a quand même des gros écarts, hein. C'est pas demain que ça va frapper. Pardon, donc prochaine question. Bonjour. Je vois sur votre diapositive qu'il y a des plantes qui poussent sur la Lune. Oui. Est-ce que c'est réaliste de croire qu'on pourra faire pousser notre nourriture? Parce que d'un point de vue logistique, ça va être compliqué d'amener du matériel pour nourrir tout le monde, j'imagine. Oui, oui. Alors voilà, donc en sous-serre, bien sûr, évidemment. C'est déjà fait, ça a déjà été testé à un tout petit niveau dans, par exemple, la Station Spatiale Internationale, où on a une serre automatique justement dans le Grand Nord, là où je vous ai monté la base près du pôle Nord. Alors, c'est très intéressant pour deux points de vue. L'histoire de faire une portion de sa nourriture dans une serre sur la Lune ou sur une autre planète. La première, c'est effectivement, ça apporte une plus-value alimentaire. Cela étant, ça ne va pas être autosuffisant, mais ça permet d'ajouter à ce qui sera amené en conserve ou sous formule lyophilisée. Ce sera un complément intéressant. La deuxième chose intéressante, c'est que c'est un havre de paix, un changement de décor pour les cosmonautes, les astronautes. C'est que vous allez vivre en vase clos dans un univers technologique métallique et ensuite sortir travailler dans un univers uniquement minéral. Même moi qui adore la géologie, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai envie de verdure. Donc la serre, ça permet d'aller se décontracter, surtout si vous venez de vous disputer avec un collègue ou une collègue, ou un chagrin d'amour avec une astronaute, etc. Donc, vous avez envie d'aller pleurer dans un coin, vous allez pouvoir aller dans la serre. Ça va permettre un nouveau lieu. Le grand problème, c'est que c'est extrêmement gourmand en temps passé, comme le savent tous les jardiniers. Et donc, le problème, c'est que vous n'allez pas aller sur la Lune pour passer tout votre temps à vous occuper des tomates. Parce que sinon, ça sert à quoi? Et là, vous avez un problème. Parce que tous les calculs vous le montrent, vous allez passer énormément de temps dans une serre si vous voulez arriver à fournir 30% de votre alimentation, par exemple. Il faut que ce soit automatisé. Et là, c'est super intéressant. On le fait déjà sur Terre, on a énormément évidemment de serres où c'est très très automatique, où vous êtes culture hors sol, avec les fluides contrôlés par ordinateur pour qu'il y ait la bonne quantité de potassium et tout ça, allant à vos plans de culture. Et là, il faudra des robots qui circulent dans les allées, qui feront la taille, voilà. Il faudra que ce soit extrêmement robotisé. On a encore le temps pour une ou deux questions, parce qu'ensuite c'est l'heure du pastis. J'y reviens toujours. Ah, je viens d'arriver de la Bretagne, et le chouchen j'aime pas, donc... Bonjour, toujours sur le même sujet des plantations, est-ce que le sédiment lunaire pourrait être utilisé, ou il faudra amener des engrais de terre? Eh bien, très bonne question. Effectivement, non, c'est pas bon. Ce que vous avez sur la Lune, vous n'avez absolument pas une terre cultivable, et ça sera pareil sur Mars. Vous pouvez l'amender, donc il faudra amener des kilos et des kilos de matière supplémentaire pour faire le bon mélange. C'est pas très réaliste. Non, la culture qu'il faudra faire, c'est la culture hydroponique. Hein. C'est faire circuler de l'eau en dose homéopathique
tout ce dont les plantes ont besoin en minerais et en oligo-éléments, etc. Donc effectivement, là, moi j'aimerais bien, puis surtout j'aimerais bien planter des vignes sur Mars. Ça c'est un rêve à très longue échéance. Et franchement, ça sera beaucoup plus vendeur si vous pouvez parler de l'effet terroir que si vous dites que ça a été fait de façon hydroponique, parce que là, aucun intérêt. Et il y aura une question devant et une question derrière. Bonjour, merci mille fois aussi pour toutes les sommes de ces informations. J'ai deux petites questions en fait. On parle d'enjeux scientifiques, mais qu'en est-il des enjeux politiques, des enjeux militaires? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi quelques arrière-pensées de qui on sait? Et ensuite, on ne parle pas des Russes, on ne parle pas des Indiens, on ne parle pas de tous les prétendants à aller se poser sur notre chère Lune. Tout à fait. Alors pour les Russes, ils aimeraient bien. Ils sont un peu, pour des raisons politiques que vous connaissez, ils sont un peu sur la touche, bien qu'ils travaillent énormément encore dans la station spatiale, ça on n'en parle pas. Voilà, on en fait des pestiférés, mais on travaille avec eux dans la station. Alors les Russes, bon, ils n'ont pas vraiment les moyens de faire des choses autonomes sur la Lune, donc ils aimeraient bien être partenaires avec quelqu'un, mais alors finalement ils sont rapprochés de la Chine. Ils vont être partenaires sans doute de la Chine dans leur projet de station. En ce qui concerne les Indiens, oui, tout à fait. Les Indiens sont en grande croissance, ils vont bientôt pouvoir voler de leurs propres ailes. D'abord, ils lancent déjà des satellites et des sondes, mais ils vont pouvoir également engager maintenant des astronautes, mettre des astronautes en orbite très très bientôt. Donc ils vont arriver progressivement dans la course, ça c'est certain. En ce qui concerne le côté militaire, la Lune n'offre pas d'intérêt militaire parce qu'il faut faire les choses instantanément dans les guerres maintenant. Et donc la Lune est trop loin. Vous lancez un missile de la Lune, vous avez 2 jours pour l'abattre. Alors que si vous lancez un cruise missile, etc., à ras de la Terre, sous les radars, il arrive en quelques minutes. Donc, ça ne sera pas tant que ça un problème militaire, mais c'est un problème politique. Et une dernière question devant, je crois, et ensuite, il faudra que je m'échappe, parce qu'il y a un problème de calendrier. Mais est-ce qu'il y avait une... Oui, bonjour. Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas allés voir le film Le Dernier Jour des Dinosaures hier soir à 20h30, c'est ça. Ouais. Jeudi, je crois. Ouais, ou jeudi. En gros, l'astéroïde qui a frappé la Terre, qui a causé l'extinction des dinosaures, a créé un tsunami de 1,5 km de haut. Donc, imaginons de nos jours la même catastrophe. On ne pourrait rien faire contre et on s'éteindrait totalement. Alors, heureusement, je te rassure, on ne s'éteindra pas totalement. Je te rassure tout simplement parce que nos ancêtres sont déjà passés à travers la catastrophe. Sinon, on ne serait pas là pour en parler. Toutes les formes de vie sur Terre de l'heure actuelle sont là parce que leurs ancêtres sont passés, que ce soit des mammifères, des insectes, des reptiles, etc. Leurs ancêtres sont passés à travers la catastrophe. Notre ancêtre à l'époque, je suis désolé de vous dire, c'était un genre de rat de cette taille. Bon, c'est pour notre amour-propre, c'est un peu triste. Le coup du tsunami. Alors non, c'est vrai que s'il y a un astéroïde de cette taille, bon, c'est fini, la civilisation humaine, effectivement, est complètement par terre. Mais il y aura des survivants, parce que nous sommes une espèce opportuniste. Nous sommes des charognards peureux. Donc nous sommes une excellente espèce qui a un grand taux de survie. Charognard, omnivore, trouillard, on sait se planquer. Donc je pense que nous avons des beaux jours devant nous. En ce qui concerne le tsunami, ça c'est la vague au départ. Et un tsunami, c'est une onde qui va disperser son énergie progressivement en parcourant l'océan. Donc ça tombe, la hauteur de la vague tombe très très vite. Donc au point d'impact, tu as tout à fait raison, c'est 1,5 km. Une fois que ça arrive à l'intérieur des terres, c'est quelques mètres, et puis ça s'arrête à l'intérieur des continents. Donc ça ne sera pas tant ça, mais ça sera surtout le désordre climatique, une nuit sans fin, la température glaciale qui durera des semaines, etc., etc. Enfin de toute façon, oui, la civilisation est exterminée, mais je vous rassure, un impact comme ça arrive à peu près tous les 500 millions d'années ou tous les milliards d'années. Donc, mais ça peut arriver après-demain, parce que la loi des grands nombres.
Ne vous en faites pas, au fait, et ça sera ma dernière... comment est-ce qu'on dit est-ce que c'est votre dernière bafouille? Ce sera ma dernière bafouille, voilà. C'est que... et qu'est-ce que je voulais dire justement, ça m'a totalement échappé, en fait. J'ai plus aucune... Voilà. J'aurais pratiquement coupé à un truc neuronique qui me déconnecte. C'est terrible, la technologie. Merci beaucoup pour votre attention et bon festival.